Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette session consacrée à l'IA, IA mode d'emploi. On en parle à l'occasion de ces 90 prochaines minutes, une table ronde dans quelques instants, mais aussi une keynote et une masterclass durant ces 90 prochaines minutes. Ravi d'être avec vous. Merci Laura Siboni, Gilles Babinet et Jeanne Lepayet d'être à nos côtés. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. On parle d'IA tout de suite, on parle d'IA. Maintenant, l'intelligence artificielle générative est une technologie en plein essor qui bouleverse les codes du travail, les codes de l'apprentissage et bien sûr notre vie quotidienne. Comment la technologie de l'IA fonctionne-t-elle concrètement? Quelles sont les implications éthiques? On en parle avec vous trois. Selon un sondage de l'Institut Via Voice réalisé en avril 2024, 8 Français sur 10 ignorent l'intérêt de l'intelligence artificielle. La peur de la désinformation, de la déshumanisation et de la dépendance arrive en tête pour 83% des personnes interrogées. La France doit investir 5 milliards d'euros si elle souhaite être dans la même course, au même niveau que les États-Unis et la Chine. Microsoft, IBM ou encore Amazon ont récemment investi des milliards d'euros, très précisément 6 milliards d'euros à l'occasion de la 7e édition du sommet Choose France. Le président de la République a également annoncé cette semaine injecter 400 millions d'euros dans le cadre du programme France Relance 2030. Mais concrètement, l'IA est-elle une réalité? On en parle avec vous trois. Laura, on démarre avec vous si vous le voulez bien. L'intelligence artificielle, on l'associe, comme le titre de cette conférence, à une révolution. Car l'intelligence artificielle, ce sont des données pléthoriques, ce sont des algorithmes et des modèles, ce sont des puissances de calcul qui concernent et qui finalement s'adressent à tous les secteurs de l'économie, finance, santé, économie, éducation. Dans votre livre Fantasia, paru aux éditions Grasset, vous démystifiez le rapport que l'on doit avoir vis-à-vis de la technologie. Vous parlez entre autres de l'histoire fascinante du turc mécanique dans le nom inspiré Amazon. Question directe. L'IA, Laura, est-ce la grande révolution du XXIe siècle? Merci Pierre. Moi, je pense que l'IA, c'est une révolution surtout des usages. L'IA, beaucoup de gens connaissent le terme depuis 1 an et demi, depuis la sortie de ChatGPT. Le terme existe depuis 1956. À l'origine, l'intelligence artificielle, c'est un champ de recherche scientifique qui vise à comprendre les facultés cognitives de l'homme en les simulant sur des machines. Et vous avez mentionné l'histoire du turc mécanique, je la trouve très éclairante là-dessus. Le turc mécanique, au siècle des Lumières, c'est un automate qui va jouer aux échecs. Évidemment, c'est une supercherie, c'est pas un véritable automate, il y a un système un jeu de miroir à l'intérieur, un nain qui se cache dans le turc mécanique pour jouer aux échecs. Aujourd'hui, le turc mécanique, Mechanical Turk, c'est le nom de la plateforme d'Amazon qui veut utiliser des petites mains pour labelliser des données, pour faire des prototypes. Et je trouve que cette évolution de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de la capacité d'abord à vouloir comprendre les facultés de l'homme en les simulant sur des machines, quelque part de robotiser l'esprit humain, jusqu'à aujourd'hui utiliser l'homme pour faire ces tâches-là, utiliser nos données pour pouvoir automatiser une bonne partie des tâches. Je trouve que c'est surtout ça la révolution, surtout une révolution des usages. Alors vous parlez finalement d'évolution et non pas peut-être de révolution. Mais on va continuer avec vous, Jeanne Lepayet, puisque vous êtes une scientifique née dans une famille d'artistes. C'est un peu l'esprit justement de votre solution Being. Vous en êtes la fondatrice, vous êtes docteur en biotechnologie. Vous avez imaginé une solution avec la promesse, je cite, de proposer un outil qui devine les idées pour les exprimer sur papier. C'est fantastique. On vous a vu effectivement il y a quelques mois de cela dans une émission très célèbre Qui veut être mon associé. Votre solution BX, c'est une innovation de rupture, labellisée Tech. En quelques mots et concrètement, Bing, c'est quoi, Jeanne? Merci pour l'invitation aujourd'hui. Bing, c'est la promesse de permettre à chacun qui a des idées, des choses à partager, des concepts, de pouvoir les partager à d'autres, les communiquer, se faire comprendre et surtout de pouvoir avoir la capacité de visualiser ce qu'on a en tête. Parfois, c'est pas toujours très clair et de faire évoluer ces visuels à la vitesse de notre pensée. Au moment où on voit une idée qu'on avait, eh ben on se pose des milliards d'autres questions. On a envie d'avancer dans notre raisonnement, on a envie de se remettre à griffonner. Or, on est tous capables de gribouiller, peu importe notre niveau. Et c'est Bing qui a justement cette volonté de transformer ces gribouillis en visuels exploitables. Alors comment vous est venue cette idée de développer une telle solution ?
Moi, j'ai jamais voulu développer particulièrement une solution. Je suis pas née en me disant, bah tiens, plus tard, je voudrais développer des trucs. Non, pas du tout. C'est une histoire de vie, c'est un parcours de vie. Le dessin, ça a toujours été pour moi un moyen de réflexion, de communication, un moyen aussi de créer des mondes alternatifs. Et comme mon parcours est très scientifique, ingénieur, docteur, j'ai beaucoup été sollicité par des entreprises, des laboratoires, pour mettre en image les idées et les inventions des uns et des autres. Et donc je me suis dit, mais c'est trop bête, parce que quand je leur présente ce que j'ai créé, ce qu'ils m'ont demandé, c'est là où les gens ont plein d'autres idées, ils ont envie de faire évoluer le truc. Et assez naïvement au départ, je me suis dit, bah écoute, ça doit pas être très compliqué, hein. Je vais créer un logiciel qui permette à tous ces gens-là de visualiser par eux-mêmes, d'être autonomes aussi dans cette création-là, de pouvoir communiquer eux-mêmes ce qu'ils ont en tête. Et ça a démarré comme ça. Gilles Babinet, on ne vous présente plus, mais je vais vous présenter tout de même. Vous êtes coprésident du Conseil national du numérique depuis 2021. Vous êtes avant cela serial entrepreneur. Vous avez été l'un des pionniers de la musique mobile dans les années 2000. Vous avez créé plus de 8 sociétés. Vous êtes digital champion depuis 2012, nommé par la ministre de l'économie numérique en 2012, Fleur Pellerin. En France, on compte 502 startups, 80 laboratoires, ça représente environ 13 500 personnes qui gravitent et travaillent dans le secteur de l'intelligence artificielle. Le gouvernement, depuis 2017, a développé une stratégie nationale sur l'IA. Je vous propose peut-être de démarrer par un état des lieux. La France est-elle, comme elle le prétend, au niveau du rendez-vous sur les questions du développement technologique autour de l'IA? Merci de m'inviter dans cette conférence. C'est une question qu'on me pose extrêmement fréquemment et la réponse est assez difficile. C'est-à-dire que, suivant les classements, la France se situe factuellement entre la 6e et la 8e place aujourd'hui. Les États-Unis en grand leader, la Chine probablement pas très loin derrière. On a du mal à mesurer ce qui se passe en Chine parce que c'est en chinois et donc c'est difficile de savoir. Le troisième pays, c'est une surprise pour beaucoup d'entre vous et d'entre nous, c'est le Royaume-Uni, vraiment qui est historiquement un pays très très fort dans cet univers. Puis après, le classement se complique un petit peu. Il y a des pays comme la Russie, le Canada, Israël et d'autres, l'Inde, qui peuvent rentrer dedans. Mais vraisemblablement, la France est en perspective d'accélérer assez fort. C'est-à-dire que quand on voit l'évolution, par exemple, du nombre de citations des travaux de recherche, qui est un critère assez important, on s'aperçoit que la France, qui était presque invisible il y a seulement 5 ou 6 ans, est en train de prendre la 4e place. Donc il y a une volonté politique qui se traduit sur le terrain concrètement, aussi par le nombre de startups qui sont financées dans ce domaine. Mais je crois que ce qui fait que ces pays sont dans ces positions-là, Chine, États-Unis, Royaume-Uni, c'est surtout la continuité, et je dirais la continuité transpartisane. C'est-à-dire que quand il y a un changement de gouvernement, on continue. Et on voit d'ailleurs à cet égard l'importance finalement de l'appui des politiques publiques pour réussir dans ce domaine. Alors justement sur ce sujet-là, on parlait en préambule de Choose France, de ces annonces, de ces milliards d'euros, et le développement de l'IA est souvent associé par un financement pléthorique en milliards de dollars sur les investissements privés-publics massifs. Est-ce qu'on peut déjà dessiner des résultats à moyen, court terme? Oui, alors vous parlez en France ou en général? En France et même en général. Ouais. En général, les États-Unis étaient les leaders de l'économie numérique. Ils seront, et c'est une nouvelle pour personne, les leaders de l'intelligence artificielle, notamment parce que ils ont ce qu'on appelle le touch point, c'est-à-dire qu'ils accèdent, ils parlent directement à des milliards de personnes. Et il y a peu de pays qui réussissent à faire ça. Le deuxième pays qui peut potentiellement faire ça, c'est la Chine, mais surtout avec des Chinois. Alors que les États-Unis, c'est avec des citoyens du monde au sens large. Les autres pays doivent avoir des stratégies de spécialisation. Moi, je milite, par exemple, pour que la France se spécialise sur les métiers de l'environnement. Pourquoi ? Parce que finalement, on a des leaders mondiaux dans l'environnement, aussi bien dans l'électricité que dans ce qu'on appelle les services utilities, des SOR, des Veolia, des Suez, etc. Et que ces entreprises, soit elles sont capables d'accroître leur productivité de façon très forte et de faire des services à l'environnement qui sont très coûteux à faire à coût marginal, soit je pense qu'elles se feront des intermédiaires un jour. Et donc cette opportunité, elle nous tend les bras. C'est vraiment de dire, on va utiliser l'IA
comme un facteur de décarbonation, de restauration de la biodiversité, etc. Et c'est un besoin qui est un besoin mondial. Donc c'est vraiment l'occasion de remettre la France sur la carte, notamment de l'exportation, au travers de cette technologie. Et on a toutes les raisons de réussir dans ce domaine, parce que c'est juste en train de commencer. Ce qui va se passer dans l'IA, ce qu'on voit actuellement, c'est probablement moins de 5% de ce que l'on verra demain. Donc vous préconisez un retour un peu à la schumpeterienne, spécialisation par grappe, et notamment, comme vous nous le disiez justement, militant par de l'IA dans l'environnement, pour ce qui est en tout cas de l'évolution de l'IA en France. Jeanne Lepayet, le développement de l'IA interroge. Parlons des scénaristes américains qui en 2023 ont mené une grève de 5 mois pour justement manifester leur crainte et surtout leur crainte d'être remplacée par l'IA. Ce sentiment de crainte, il nous renvoie finalement à ce phénomène en économie de destruction-création. Comment a été accueillie votre solution par l'écosystème artistique ? Alors déjà, la volonté de faire de l'IA, c'était pas une volonté que j'avais. Quand j'ai imaginé le concept de ce logiciel-là, on était en janvier 2021, c'était avant le gros boom d'IA, et moi l'IA, c'était pas ma spécialité, donc j'y ai pas pensé de moi-même à me lancer là-dedans. En discutant de ce concept-là, j'ai eu deux teams. Ceux qui m'ont dit, mais Jeanne, ce que tu veux faire, c'est impossible. Et puis ceux qui m'ont dit, mais si tu veux créer cette solution-là, il faut que tu travailles sur l'IA générative. Et les gens qui m'ont dit ça, c'était des chercheurs en IA générative. Donc, dès le début de la genèse de cet outil-là, l'IA, pour moi, n'était qu'un outil, un moyen de permettre aux gens d'acquérir ce que je voulais leur permettre d'acquérir, et pas une volonté de travailler dans l'IA en général. Ça, c'est un premier point. J'ai été assez stressée de l'accueil de ça par le grand public, parce que le grand public, pour beaucoup, en fait, ont découvert ça à la télé via M6, où les choses, parfois, sont assez expliquées un peu plus simplement, je dirais. Et donc, parfois, en simplifiant, on enlève un certain nombre de nuances qui sont importantes. J'ai eu un accueil hyper positif, notamment de personnes qui travaillent dans les milieux artistiques depuis des dizaines d'années et qui m'ont écrit, des personnes que je ne connais pas, et qui m'ont écrit « Mais moi, l'IA, pour moi, c'était le diable. Je voulais pas en entendre parler. Et puis quand j'ai découvert votre solution, j'ai compris que c'était un outil, j'ai compris votre approche et j'ai compris que je pouvais garder en main le stylo. » Et ça, cette approche, je pense aussi que c'est une façon d'incarner ce parcours-là. Je suis née dans une famille d'artistes. Je trouve que mes parents ont un esprit créatif absolument génial et dingo. Et cette volonté de créer un langage universel par le dessin, c'est aussi permettre à ces gens-là de faire bénéficier leur créativité à d'autres secteurs, notamment les scientifiques, et inversement. Vous voyez mes parents dans la salle, c'est les deux personnes les plus stylées au milieu de la pièce. Et on les salue, ils sont parmi nous. Alors vous convoquez l'IA en tant qu'outil. Alors tout le monde regarde dans la salle. Vous convoquez l'IA en tant... Levez la main. Ne me laissez pas tout seul. C'est la petite aparté. Voilà, on les salue en tout cas. Merci d'être présent. On va reprendre le fil de notre échange. Vous convoquez l'IA en tant qu'outil, vous nous l'avez dit et évoqué. Dans la phase de conception de votre solution, BINC, est-ce que vous pensez déjà aux biais que peut provoquer et que peut occasionner cet outil qu'est l'IA? Les biais, on y pense de fait. C'est-à-dire, moi, mon parcours est très dans la génétique et il y a un biais énorme en génétique, c'est que toutes les solutions de médecine basées sur des connaissances de génétique ont été basées sur le génome humain. Et pour ceux qui ne le savent pas, le génome humain, c'est un scientifique qui a voulu lire le génome humain. Et ce gars-là, il s'est dit, qui de mieux que mon corps pour pouvoir lire mon propre génome. Donc ce qui se passe, c'est que tous les médicaments qui ont été créés à ce moment-là étaient créés à partir d'un génome humain d'une personne qui se trouve être un homme blanc. Donc quand on bosse en génétique, on est déjà dans le biais de quelque chose qui n'est représenté que par un tout petit nombre de personnes. Quand on bosse en IA générative, et là maintenant qu'on a sorti notre premier modèle, on travaille à fond sur des choses qui sont plus inclusives. C'est difficile parce qu'il faut de la donnée. Quand on invite les femmes et les personnes issues des minorités à aller dans la tech, c'est pas pour pousser les gens à faire des métiers qu'ils n'ont pas envie de faire, c'est pour permettre aux gens de donner de la diversité à la tech, et ça c'est hyper important. Sans vous,
sans votre diversité, il n'y a pas de techno qui sera divers et qui sera inclusive. Qu'importe le sujet, dès que ça tombe entre guillemets dans les mains d'êtres humains, il y a un biais tout naturel avec une vision bien sûr qui n'est pas forcément représentative mais qui reste subjective. C'est très naturel, oui. On l'a compris. Gilles Babine, vous considérez que l'intelligence artificielle doit aussi bien sûr dans sa dimension sociétale être développée avec celles et ceux qui sont ici parmi nous, et pour cette raison on développe un tel sujet ici à l'occasion de Vivatech. La commission de l'intelligence artificielle dont vous êtes membre a remis au président de la République le 13 mars 2024 un rapport comprenant 25 recommandations pour faire de la France un acteur majeur de la révolution technologique de l'intelligence artificielle. Et dans l'une des premières recommandations de ce rapport, il est recommandé la mise en place d'une grande consultation civile avec la société civile autour du débat intitulé « Le café pour IA ». Alors pourquoi justement organiser? Pourquoi en fait il faut peut-être faire comme on le fait là aujourd'hui et comme il faut le faire peut-être prochainement, organiser un grand débat de société autour de l'IA? Pourquoi est-ce si nécessaire que cela finalement? Merci. On l'a pas fait avec les technologies finalement. Pourquoi l'IA? Oui, et merci d'évoquer ça. C'est vraiment quelque chose qui nous est cher. Au sein du Conseil national du numérique, on s'est battu pendant 2 ans pour arriver à ce qui s'est passé mardi, c'est-à-dire l'annonce par le président de la République que cette idée de café IA que l'on porte soit mise en œuvre effectivement. Ce que l'on dit, c'est l'IA et les technologies numériques en général sont assez élitistes. On se souvient du fait qu'il y a quelques années, on avait critiqué le président de la République pour avoir évoqué ceux qui ne sont rien à Station F. Ça avait été très durement ressenti, et je pense à juste titre. Et l'idée, c'est de dire, mais en fait, ces technologies ne seront réellement des technologies de progrès si ce sont les nôtres. Et je crois que le narratif dominant qui s'est installé aujourd'hui, c'est que finalement, à juste titre, c'est des technologies qui sont mercantilistes, qui sont des technologies de captation de notre cognition, c'est-à-dire qui nous abrutissent, en d'autres termes. Et ce narratif, il semble naturel. C'est-à-dire on se dit, en fait, c'est le propre des technologies de faire ça. Et c'est totalement faux. C'est-à-dire qu'on peut très bien écrire une histoire de la technologie qui est la nôtre, qui est celle des Européens, qui est celle des Français, et qui dit, en fait, plutôt que d'en faire des technologies de privation, de contrôle, on va faire des technologies d'épanouissement, comme Jeanne le raconte, et finalement d'autonomisation. Alors pourquoi le faire pour l'IA alors qu'on ne l'a pas fait pour Internet et pour d'autres technologies? Mais en fait, c'était au début de l'Internet. Malheureusement, moi j'ai quelques cheveux blancs, j'ai tout à fait le souvenir de ça. On était tous convaincus qu'on allait amener la santé, l'éducation au plus grand nombre, ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Et en fait, ça a été une escroquerie, c'est-à-dire que ça ne s'est pas passé. Et on a eu des amoncellements de piles de cash qui se sont formés, surtout dans la Silicon Valley. Et donc, il faut reprendre... Alors, c'est un peu un discours d'extrême droite, mais ce n'est pas du tout le mien, mais il faut reprendre le narratif, il faut le reconstruire. Il faut dire, OK, on va faire de ces technologies les nôtres, on va se les approprier et on va dessiner un futur différent. Mais pour ce faire, il faut faire un grand débat national sur ce sujet. Nous, au sein du Conseil national du numérique, on a été rencontrés à 150 reprises dans tous les territoires des gens. Et moi, j'ai été totalement décontenancé de voir que le premier truc que les gens nous disaient, c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est en fait, ça va me piquer mon job et ça va me faire du mal. Et pourquoi? Parce que les gens se créent des fantasmes à cet égard. Donc, la robotisation, c'est arrivé massivement. Dans tous les pays où c'est arrivé, ça a plutôt créé du plein emploi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques de l'OCDE. Et ben, c'est probablement la même chose à l'égard de ces technologies, à condition de les comprendre. Et plutôt que d'en être victime, de les mettre en œuvre. Et si on veut qu'on les mette en œuvre à l'égard de tous, c'est-à-dire des cols bleus, des cols blancs, des décideurs, etc., il faut qu'on les comprenne collectivement et qu'on écrive ensemble ce qu'on veut en faire. Ça, c'est vraiment très, très important. On voit ici à l'occasion de cet échange, on voit que la salle est pleine à craquer. Ça l'a été pour bien sûr les autres sessions, mais il y a même plus de place assise. Et moi, je suis hyper content d'être là sur ce débat qui est le débat de ce sujet, parce que c'est vraiment mon discours, et qu'en plus, c'est le mandat que le président de la République, entre guillemets, m'a donné. Il m'a dit, vous reprenez le prochain CNUM, et c'est ça qu'il faut faire. Laura Siboni, vous dites avoir personnellement découvert l'intelligence artificielle par Google Art and Culture et ces 8 millions d'œuvres numérisées. L'intelligence artificielle est partout. On retrouve dans votre livre des histoires sur l'IA et l'art, sur l'IA et l'information, l'IA et la maladie. Vous dites que l'IA, c'est un outil capable du meilleur comme du pire. Quels sont les grands usages, Laura, de l'IA qui bouleversent déjà notre quotidien ?
Merci. Moi, je ne pourrais pas être plus d'accord avec Gilles Babinet. Il faut écrire l'IA, et c'est justement en l'écrivant à travers ces histoires, à travers ces grands usages que vous mentionnez, qu'on va transformer le fantasme, l'angoisse vague autour de l'intelligence artificielle en peur concrète, et que là, on peut adresser. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu écrire l'IA, alors que je n'ai pas un parcours d'ingénieur. Moi, à l'origine, je faisais une thèse professionnelle sur la recommandation en littérature. Donc, vous voyez que ça part de loin. Je m'intéressais à la question de comment est-ce qu'on peut recommander un livre à quelqu'un qui ne l'a pas lu. Comment est-ce qu'on saura que ça lui plaira? Et donc, je me suis intéressée au matching par similarité. J'ai commencé à travailler à Google Agriculture, qui est un département de Google qui a numérisé 8 millions d'œuvres et qui utilise l'intelligence artificielle pour les rendre plus accessibles. Et je suis aussi tout à fait en phase avec vous, Jeanne Lepayet, puisque c'est à travers ce que l'intelligence artificielle apporte au monde de l'art que je vais souvent l'expliquer, l'enseigner, en montrant, on comprend beaucoup mieux une similarité quand on a vu le lien qu'il peut y avoir entre deux tableaux. Je dis souvent, c'est Botticelli qui m'a fait comprendre ce qu'était l'intelligence artificielle. C'est aussi un très bon moyen de rendre visible ce que fait l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, à l'origine, et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de se l'approprier, c'est nous. À l'origine, ça fonctionne grâce à des données, et ces données, c'est nous, c'est nos visages, c'est nos préférences, ce sont c'est ce qu'on produit, ce sont nos contenus, c'est ce qu'on dessine. Et donc, les usages de l'intelligence artificielle sont extrêmement variés, puisqu'ils s'adressent à tous les domaines dans lesquels on va produire de la donnée. C'est pour ça que j'ai voulu le raconter par facettes. Évidemment, ce n'est pas exhaustif et ça ne peut pas l'être, mais j'ai choisi quelques éclairages parce que je ne voulais pas expliquer l'intelligence artificielle, je ne voulais pas la juger, je voulais d'abord commencer par la raconter. Donc là, si je dois résumer un peu vos propos, ce que vous dites, c'est qu'on utilise en fait un peu inconsciemment l'intelligence artificielle dans notre quotidien, et ce par des biais divers et variés, dont peut-être le téléphone portable déjà. Oui, alors évidemment, maintenant, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, depuis 1 an et demi, tout le monde imagine ChatGPT. Mais les IA, c'est aussi ce qui va optimiser la batterie de notre portable. C'est aussi ce qui va sécuriser notre compte bancaire. C'est aussi ce qui va sélectionner l'information qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et l'importance de faire des cafés IA, de faire un grand débat autour de l'IA ou de le raconter, de l'écrire, c'est aussi de pouvoir s'adresser à ces gens qui utilisent l'IA au quotidien sans s'en rendre compte. Parce que ça, c'est un danger, d'être influencé par l'IA, c'est-à-dire de recevoir une certaine information plutôt qu'une autre, donc d'être influencé par l'IA sans savoir déjà qu'on l'utilise. Faut-il avoir peur du progrès? Faut-il avoir peur de l'IA? C'est le grand sujet de notre conférence. On poursuit avec vous, Jeanne Lepayet. On parlait justement de capacité cognitive avec vous tout à l'heure, Gilles Babinet. On a délégué des compétences finalement à la technologie, bien avant l'IA. Les compétences en orientation, par exemple, avec le GPS, les compétences en mémorisation par l'usage de la carte mémoire, pour ne citer que ces exemples. Jeanne Lepayet, l'IA est un outil, vous l'avez dit. Quid des facultés cognitives, des capacités cognitives? L'IA nous libère-t-elle des contraintes réflexives? Va-t-on vers un appauvrissement du cerveau humain? Alors moi, je ne crois pas du tout qu'on doive se libérer de nos contraintes réflexives, parce que je ne crois pas que ce soit des contraintes. Je pense que la réflexion, c'est quelque chose qui est à la fois... C'est un procédé très satisfaisant, c'est un procédé très... inclusif aussi. Quand on réfléchit, souvent on amène d'autres personnes à réfléchir avec nous. Donc je pense qu'à l'inverse, il ne faut pas du tout se décharger de ça et le voir comme une contrainte. Et c'est pourtant toute la promesse de la technologie. Et la promesse de la technologie, c'est se libérer de choses qui n'apportent pas de valeur. Exemple avec Bing, par exemple. Gribouiller, c'est là où on réfléchit, c'est là où on communique, c'est là où on fait avancer nos idées. Par contre, transformer ces gribouillis en visuels propres, et c'est là qu'on y passe 350 heures à faire des carrés, des flèches, alors qu'au brouillon, ça passait tout seul. Là, il y a une perte de temps, et là, c'est chouette de pouvoir être accéléré là-dessus. Donc, je pense vraiment qu'à l'inverse, il faut créer des outils qui décuplent nos manières de réfléchir. C'est pour ça que dans l'équipe, on a des docteurs en neurosciences et en cognition, parce que justement, on a envie que ce soit un outil qui fasse exploser à l'inverse nos idées et notre capacité à réfléchir. Donc, des outils inclusifs qui créent des dialogues entre nous et les autres, des dialogues entre nous et la machine. C'est là qu'on pourra
qu'on pourra vraiment décupler nos facultés. Mais surtout, je pense qu'il faut réfléchir à la technologie pas comme un remplacement, parce qu'on est des êtres absolument assez fabuleux, on a des cerveaux un peu incroyables. Il ne faut pas l'imaginer comme un remplacement, mais comme un catalyseur de tout un tas de choses. Et puis l'IA, on en parle beaucoup comme quelque chose qui va remplacer des créatifs, etc. Mais on oublie pas mal sur quoi sont entraînées ces IA, et elles sont entraînées sur des gens qui créent, et qui créent des données, qui créent des visuels, qui créent des textes. Et ces gens-là, il faut qu'ils continuent à exister et à créer. L'IA est associée à la désinformation. Les deepfakes sont des contenus audio, vidéo, détournés, capables de propager de fausses informations. Ce sont des tentatives de déstabilisation de l'opinion et donc un danger pour nos démocraties. On parlait de régulation tout à l'heure. Plus globalement, comment lutter collectivement contre les deepfakes? On commence avec vous, Gilles Babinet. Oui, alors il ne faut pas nier qu'il y a des enjeux et des problèmes structurels qui sont liés à l'émergence de l'intelligence artificielle. À mon avis, il y en a trois. Il y a trois catégories. Il y a ce que moi j'appellerais les risques personnels. Donc vous êtes attaqué par quelque chose qui essaye de vous estorquer de l'argent. Moi, mes parents, à plusieurs reprises, ils ont donné de l'argent par Internet. Heureusement, c'est des petits montants. Alors pour le moment, c'est fait manuellement, mais demain, ça peut être industrialisé avec de l'intelligence artificielle. Vous avez tout un tas d'histoires plus ou moins abracadabrantes que l'on trouve sur Internet, sur ce genre de choses. Il y a ce que j'appellerais les risques politiques, le fait de coordonner sur les réseaux sociaux une armée de faux comptes qui vont créer des narratifs qui sont faux. Ce qui se passe actuellement, d'ailleurs, en Nouvelle-Calédonie, ça, c'est évidemment extrêmement dangereux. On voit les conséquences que ça peut avoir. Et puis, les risques cyber, qui sont des risques anciens, qui sont amplifiés par l'émergence de nouvelles formes d'intelligence artificielle. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre à cet égard, c'est que, pour le faire de façon assez manichéenne, les gentils ont toujours un avantage sur les méchants. Parce que les gentils partagent leurs informations, alors que les méchants ont tendance à être dans une logique, évidemment, de secret, qui leur donne un désavantage compétitif structurel à cet égard. Pour autant, on le voit bien, ils sont capables de faire un certain nombre de dégâts. Mais moi, c'est ce que je dis à chaque fois que je suis confronté à ça, c'est aller penser que ces machines sont arrivées à un niveau d'autonomie où elles sont capables de se répliquer elles-mêmes et finalement de mettre en œuvre un scénario de science-fiction des plus dystopiques. Ça n'existe pas. Et les plus grands scientifiques aujourd'hui ont dépassé le débat qui existait il y a un an, consistait à dire qu'il faut quand même probablement faire assez attention parce que ça peut arriver. Il y a un consensus qui apparaît à cet égard sur le fait que ça n'est pas prêt de survenir et qu'on a, d'un point de vue systémique, aujourd'hui des outils pour éviter ce genre de choses. En revanche, ce qui est vraiment important, c'est de créer une culture collective à cet égard, de savoir ce que c'est qu'un deepfake, de comprendre pourquoi ça peut dévoyer des éléments de compréhension de la réalité. Il y a toujours ce problème de voir des sortes de grands mythes collectifs qui commencent à s'inscrire dans une sorte de mythologie commune et pour lesquels il faut lutter. Je ne sais pas si c'est vrai que 10% des gens pensent que la Terre est plate, mais en tout cas, ça cristallise l'un des problèmes auxquels on doit faire face, c'est-à-dire d'une nouvelle forme d'épistémologie. C'est-à-dire que comment on crée la définition de ce qui est communément admis et de ce qui est opposable. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire qu'on va faire écrouler notre société. Quand finalement la radio a commencé à arriver, ça a créé des nouveaux problèmes, des nouvelles formes de rapport à la réalité, et on a réussi à traiter ce genre de choses. C'est la même chose aujourd'hui. Et je pense que l'une des réponses, désolé d'être un peu long, c'est vraiment de faire en sorte que là où les technologies de réseaux sociaux nous ont un peu enfermés chez nous, on ressorte et on se remette à débattre. Ça, c'est fondamental, c'est important pour la démocratie, c'est important pour notre bien-être personnel, et finalement, c'est important aussi pour la définition de ce que peuvent être des réalités communément admises. On l'a compris, avoir une meilleure compréhension, bien sûr, de l'IA, c'est aussi un véritable enjeu. Laura Sibony, comment lutter collectivement contre les deepfakes ?
Vous avez bien défini les risques des deepfakes, qui sont un risque cyber, un risque politique, un risque personnel. Je pense que la réponse, elle est sur ces trois aspects. Oui, il y a une réponse cyber de sécurisation, il y a une réponse politique de régulation, de watermarking par exemple, des productions de l'IA, mais aussi il y a une réponse personnelle. Et les deepfakes, je pense que beaucoup de gens ont vraiment compris quels étaient leurs impacts là récemment, dans les derniers mois, quand il y a eu les deepfakes de Taylor Swift, et qu'on s'est dit, c'est pas seulement quelque chose dont on parle et qui est dangereux, mais ça pourrait m'arriver à moi. Ça pourrait être des détournements de ma propre image, ça pourrait arriver à ma mère, à ma sœur. C'est lorsqu'on a commencé à voir quel était le risque personnel de ces deepfakes qu'on a mesuré aussi quel pouvait être son impact. Et je pense que la réponse est aussi sous cet aspect-là, aussi par le fait, en effet, de débattre, de raconter, de comprendre non pas seulement de manière très technique ce qu'est l'intelligence artificielle et le comment elle fonctionne, mais aussi ce que c'est et ce que ça n'est pas, les promesses que ça fait et puis les promesses que ça ne pourra jamais tenir. Laura Sibony, Gilles Babinet, Jeanne Lepayet, merci infiniment de vos contributions, de nos échanges. On espère que cette conférence a été éclairante. Restez bien avec nous, car dans quelques instants, nous aurons le plaisir de vous retrouver une nouvelle fois sur cette scène avec une keynote. L'humain est-il vraiment plus intelligent que la machine? Cet échange-là, nous l'aurons autour d'une keynote avec Daniel Handler, philosophe et mathématicien. Vive la tech continue, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.